Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Parole d'experts, troisième semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dès la troisième semaine. On vous en remercie. Continuez, nous serons là pour vous toutes les semaines. Et aujourd'hui, 3 sujets que nous allons traiter. Lundi, mercredi, vendredi, vous aurez l'intégrale. Le samedi, vous en avez pris l'habitude. Premier sujet, la santé. Dans le cadre de la loi de finances 2022, 23 milliards de dirhams. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Est-ce que ça suffit en termes d'argent? Est-ce qu'en ressources humaines, est-ce qu'on a suffisamment de médecins et de personnel soignants? Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, Benki's back. Abdelillah Benkiren revient à la tête du PJD. Le timing, la timeline, on en parle également cette semaine. Et enfin, cette photo a fait le tour des réseaux sociaux qui fend le cœur, mais qui pose surtout une vraie question. Des enfants dans la rue, des enfants déconnectés de l'école. Comment y faire face? C'est une vraie problématique. C'est notre troisième sujet de cette semaine. Parole d'experts, c'est tout de suite. Et pour ce premier sujet, je vous présente mes experts et expertes, Dr Marwan Hakam. Salut Faisal. Wissel Rarbaoui, secrétaire général de la Confédération nationale du tourisme, entrepreneur et couteau suisse. Et notre ami, bonjour Faisal. Fad, expert en digital et data science, jardinage également, bricolage à la maison et chez lui. Et avec nous également, comme d'habitude, notre huissier, c'est Abdelmoulem Herik. Bonjour Faisal. Alors, les amis, ravis de vous avoir encore une fois sur le plateau, sur un sujet qui te tient à cœur, oui. Marwan, qui est le budget accordé à la santé, et puis la santé qui est un énorme chantier dans notre pays, vous le savez, et puis ça sera l'occasion de faire énormément d'émissions, parce qu'il va falloir compartimenter tout ça. Déjà, le projet de loi de finances, ou la loi de finances, a accordé 23 milliards de dirhams à la santé en 2022. C'est une augmentation de, je crois, de près de 3 milliards de dirhams, avec beaucoup d'objectifs à l'intérieur. Et ce qui s'inscrit dans un contexte global, c'est la couverture universelle, santé universelle. Et ça, c'est pas rien. Un gros sujet. Lancé par Sa Majesté. Maintenant, il faut voir comment cette couverture pourra être possible. Mais ça, encore une fois, on en parlera. Déjà, Marwan, ce 23 milliards de dirhams, qui inclut énormément de choses, est-ce que ça suffit à remplir les lacunes qu'on connaît déjà dans le système de santé? Écoute, ce qui est positif, c'est que ça évolue. D'accord, pendant plusieurs années, ça a stagné autour de 16 à 17 milliards. Après, on est passé à 18, on est passé à 20 l'année dernière, à 23 cette année. Donc, il y a une tendance évolutive qui est assez, on va dire, positive. Est-ce que cela va suffire? Moi, je ne pense pas. Tout simplement d'abord parce que je vais pouvoir décortiquer un petit peu comment la santé est financée. Elle n'est pas financée seulement par le budget santé qui est dans le PLF. Il y a ce qu'on appelle la dépense totale de santé. La dépense totale de santé est constituée du budget qu'alloue l'État pour la santé, c'est les fameux 23 milliards de dirhams. Mais la dépense totale de santé représente quelque chose comme 60 à 65 milliards de dirhams. Les deux autres tiers sont constitués des apports des caisses payeuses et des organismes en fait, de prévoyance. Oui. Donc c'est vos cotisations, les miennes, les cotisations de tout le monde qui font fonctionner tout cela. Et puis le restant, c'est le out of pocket. C'est ce que le citoyen qui n'a aucune couverture ou qui n'en bénéficie pas va débourser directement de sa poche. Donc aujourd'hui, et qui souvent n'est pas un reste. Donc aujourd'hui, il faut relativiser. Les 23 milliards qui apparaissent comme étant 10% d'évolution ne représentent en fait que 3 à 4% d'évolution de la dépense totale de santé, avec des enjeux et des prétentions qui sont quand même assez... Alors, on va y arriver parce qu'il y en a beaucoup. On va essayer juste de se concentrer. D'un point de vue, vous, alors c'est vrai que dans l'observation de tout ça, on va surtout parler aussi des compétences, parce que ça c'est un point qui est extrêmement important, parce que moi je vois les chiffres. Il y a beaucoup d'ambition, comme tu as dit, il y a un problème de ressources humaines et de formation des médecins. Et ça, c'est un point qui est central aujourd'hui. On est en dessous des recommandations et des moyennes mondiales de l'OMS. On est à 70 médecins pour 100 000 habitants, si je ne me trompe pas. On est à 130 en moyenne mondiale. Et on est à 1,65 soignants pour 1000 habitants. Alors, soignants, ça veut dire médecins,
infirmiers, Non, et soignants, tous les auxiliaires. c'est plutôt les professionnels de santé Oui, auxiliaires. professionnels de C'est les infirmiers. santé, En général, voilà. on décortique. Et l'OMS préconise 2,3 Oui. soignants par Oui. 1000 habitants. Donc là, le problème des ressources humaines, il est central. Et évidemment, d'autant plus que quand on sait qu'aujourd'hui, le Maroc a besoin globalement, entre médecins et personnel de santé, d'à peu près, je parle sous le contrôle de Malouane, de 90 000 postes. Ouais. Que l'État en a créé dans le cadre de l'actuelle loi de finances, quelque chose comme 5 000 et 5 500. quelques. 5500. 5 500. Donc déjà là, on a un 5500, problème. combien de temps Bon, cette année, Cette année. cette année, on ouvre 5500 postes. 5500 postes. On a besoin de Et 90 et on en a, 000. et on a besoin de Après, vous pouvez 90 faire le 000 calcul. pour que l'on éclaire les spectateurs et les auditeurs. 5500 postes, toutes spécialités confondues, et ça va du médecin les administratifs. spécialiste jusqu'à les administratifs. Nous savons qu'aujourd'hui, déjà arithmétiquement, 5500 postes ouverts sur 90 000 en besoin, on a un problème mathématique. De 1. Ça veut dire Et encore, que... je répète, 5500, c'est pas 5500 médecins ou aides-soignants. Il y Non, a non, aussi non, tout ce qui est non. administratif. Jusqu'à je pense, personnel tu l'as dit, administratif, on a- Si tu permets, c'est ça. oui, ça Ouais. rapidement. L'année dernière, il y a eu 3000 postes qui ont été ouverts. Il y a 63 candidatures. Oui, de médecins. alors, Juste, ce qui pose un problème... Ça vous donne une idée. bien, Alors, oui. non, mais c'est très très important ce que Ouais. tu dis, Amrouane, parce que ça va nous permettre d'enchaîner sur la base de la problématique. Ça veut dire qu'on a un problème d'attractivité de ce métier-là ou ce secteur-là pour les jeunes, pour pouvoir avoir un vivier régulièrement qui puisse accompagner les ambitions de notre pays en termes de soins, de santé, qui est un droit fondamental, je le rappelle, qui est cité dans la Alors, on Constitution. va revenir justement aux compétences. Nabil, c'est vrai qu'on en parle à chaque fois que tu viens, c'est important de savoir comment on réagit à ce sujet qu'est la santé. Alors bon, là, franchement, il n'y a pas besoin d'être devin ou d'être un grand analyste pour comprendre que c'est un point qui nous intéresse tous. Du coup, je m'en vais là. Non, tu t'en vas pas, mais tu es Non, juste reste, là reste. pour confirmer On en saura un que peu sur plus. les réseaux sociaux, que sur la toile, même si c'est déjà de dire toile, j'ai l'impression d'être vieux. Ouais. Qu'aujourd'hui, Sur le la web. problématique de la santé, et on verra avec Simhelik tout à l'heure, parce que ça aussi c'est un point important d'un point de vue juridique, que c'est une des priorités aujourd'hui. Oui, en tout cas au niveau des médias sociaux sur ces 10 dernières années, c'est un sujet qui a été beaucoup débattu, beaucoup discuté. Je veux peut-être reprendre quelque chose par rapport un petit peu aux médecins existants, par rapport aux ressources. C'est vrai que nous n'avons pas assez de ressources, Oui. mais en même temps, nous ne faisons pas le nécessaire pour valoriser les ressources existantes. Je m'exprime. Sur Ça, c'est les pas que réseaux dans la sociaux, santé. Hein, on est bien mais pas que dans la Ouais, santé, sauf que dans la santé, c'est quand même un peu plus dramatique parce que Oui. sur ces 10 dernières années, on a fait beaucoup de médecins bashing, comme on dit dans le secteur. Oui. D'accord. Donc on a tapé sur le dos du médecin. Alors franchement, c'était injustifié. Je parle bien avant Corona parce que heureusement Corona est arrivé, on s'est rendu compte que les médecins sont super importants. Et Partout que- dans le monde. Hein. Partout dans le monde, effectivement. Mais on a fait beaucoup de médecins bashing. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, on a tapé sur le dos des médecins, sachant que ils vivent dans des conditions de travail extrêmement difficiles. Ce que je veux dire, c'est Et que encore une fois, il y a médecin et médecin. oui, non, Attention. mais peu importe, peu importe. Hein, Mais je sais que là, globalement- il est en train de. Je suis en train d'essayer de l'énerver un peu. Globalement. Mais bon, il y a médecin et médecin. Globalement, Bon, bref. juste pour finir un petit peu l'idée, donc sur les réseaux sociaux, il y a eu une phase avant Covid où il y a eu beaucoup d'attaques, notamment sur la profession, parce que ça a été entretenu. On a un peu diabolisé les médecins. Alors, à partir de Corona, bien évidemment, on s'est rendu compte de la valeur de la santé et de la médecine et de ces gens-là qui, à la limite, vont passer 36 heures, 48 heures sans dormir pour nous soigner. Donc, du coup, une Et on revalorisation rend hommage dans surtout aux l'esprit, médecins bien qui, évidemment. qui Mais sont à tout décédés le à cause personnel à cause soignant du virus. aussi Tout le qui personnel est soignant, bien engagé dans évidemment. cette lutte. D'accord. Ça, on les Absolument. oublie très vite. Ouais. Maintenant, les sujets de fond qui sont toujours là, ce sont les sujets de l'expérience du citoyen avec la santé, que ce soit la santé publique ou la santé privée. Donc, les gens vont beaucoup plus parler de ce qui leur arrive quand ils vont aller dans un hôpital pour demander le soin. Ça commence par le premier contact avec l'agent de sécurité qui est un peu le grand patron de l'hôpital, plus que les gens qui sont à l'intérieur de l'hôpital. Et ça va jusqu'à la manière dont les actes de soins sont faits, ce qu'on demande aux patients. Et dans les cliniques privées, si je peux me permettre, il y a une problématique centrale qui revient toujours, c'est cette problématique de paiement avant d'accès à la clinique privée. C'est ce qu'on va voir avec Simhelik, notre huissier qui est avec nous aujourd'hui, comme d'habitude, et qui va vous expliquer justement que faire si vous arrivez dans une clinique privée et qu'on vous demande un chèque de garantie ou qu'on vous demande des garanties qui sont parfois illégales, hein, tout simplement, et comment faire constater ça. On va parler de la valorisation et justement, on va regarder un petit extrait de l'intervention de Fawzi El-Khajar, qui est le ministre délégué chargé du budget, à propos justement de la rémunération des médecins. On regarde. في هذا الإطار الموارد البشرية نعم، ولكن أنا متفق بأن نخلصوا الطبيب ب7000 درهم قليل، ولكن خصنا نعرفوا بأن الطبيب في مجموعة البلدان، لأن هضرنا على 4000 يورو كيتخلص في مجموعة البلدان قل من 7000 درهم،
قلب $800. هذه من جهه. المساله الثانيه ملي تنتحدثوا على 7000 درهم، فلنفرض ان الطبيب طلعنا له هذا السالير وحسبنا ديك الدكتوراه وجبدنا له هذاك الانديس ولا 8000 درهم، واش هذا هو السالير تاع الطبيب؟ Voilà, Fawzi Lakjar qui met le point sur l'insuffisance, parle de 7000 dirhams, mais il fait la comparaison avec aussi la rémunération à l'étranger. Et là, on met un point bien précis sur la valorisation des médecins. En gros, je vais te poser une question toute simple. Est-ce que ça vaut le coup d'être médecin au Maroc ou pas? Moi, quand j'entends ça... La réponse est dans ta question, en réalité. Oui, est-ce que ça vaut le coup? Ça dépend de ce qu'on veut. Quand je te vois, je me dis non. Mais à un moment, je réfléchis. Alhamdoulilah, j'arrive à m'en sortir, mais en réalité, si c'était que la profession médicale qui devait éventuellement me nourrir, je ne serais pas là où je suis. C'est pas ça le souci. Ce que je veux essayer de faire comprendre aux gens, c'est que Nabil a parlé de bashing, medical bashing. Ce medical bashing, il est tout à fait légitime. Moi, je l'accepte et je le conçois comme étant une réaction épidermique tout à fait normale vis-à-vis de l'interface première que le citoyen voit. Le citoyen ne connaît pas les organisations de santé, il ne connaît pas les politiques de santé, il connaît le médecin qui va aller voir. Donc chaque fois qu'il va y avoir un problème, chaque fois que moi j'ai eu à demander à un patient d'aller me chercher du fil d'une référence très fine parce que sa petite fille s'est fait couper le front et que j'ai envie de lui faire une suture qui reste esthétiquement intéressante parce que c'est une petite fille et que j'ai pas envie que ça soit une espèce de khiyata de l'mdar, comme on dit, chaque fois que je vais lui dire ça, il va comprendre qu'en fait je le mets dans ma poche et que lui je l'envoie acheter et donc je suis un voleur. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je lui demande ça, c'est que parce que mon hôpital n'a que du fil, par exemple, d'une référence très grosse, okay, mais qui ne va pas me servir. Par rapport à ça, là tu es en train de légitimer. Non mais, je te comprends très bien. Je reviens à mon histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire est-ce que ça vaut le coup, ça dépend de ce que tu veux en faire. Il faut savoir qu'on ne fait pas médecine sans vocation. Parce que c'est quand même 9 ans d'études minimum pour faire médecine générale. C'est 15 ans à 16 ans d'études minimum. C'est-à-dire on ne le fait pas par défaut, quoi. On ne le fait pas par défaut. Ouais. Après, ce qui se passe dans le cursus, les vacheries qu'on nous fait servir, les problématiques en fait de non-valorisation en fait des stagiaires. Nous avons des stagiaires, aujourd'hui on les a valorisés à 600 dirhams par mois. Moi à l'époque où je suis passé stagiaire au niveau de l'hôpital, je touchais 150 dirhams par mois. Vous savez ce que ça veut dire? 110 dirhams, pardon, excusez-moi, je vais corriger. 110 dirhams. Il fallait attendre des fois 6 mois pour qu'on nous cumule un mandat du Trésor de 660 dirhams pour le faire. Ce n'est pas une question que d'argent, c'est une question de motivation. Après, vous partez en... Non, mais attends, stop. Alors, on va s'arrêter sur ce point-là. Là, je vous fais réagir. Vous écoutez, et après, on va revenir sur un chiffre, parce que les 63 qui se sont présentés l'année dernière, je pense que ça passe, c'est passé... Il ne faut pas que ça passe inaperçu, parce que ça illustre... 63 sur 3000, Faisal. 63 sur 3000. 303 sur 3000. Ouais. Quand vous écoutez ça, quand vous entendez ça, et là, je vous demande de réagir en tant que, comme moi, citoyen, tout simplement, qui va avoir affaire au médecin, et où, quand on dit bashing, c'est pour ça que j'ai dit il y a médecin et médecin. Il y a le médecin qui est devant sa clinique avec 3 bagnoles qui valent 3 millions de dirhams, et tu as le médecin qui touche ça, qui est... Oui, voilà. Mais ça, si tu permets, Faisal, pardon, sans rentrer dans les détails, non, mais c'est important. Micro, ce pays a réussi à construire une culture de la santé, des capacités, depuis son indépendance. On a réussi à former des médecins de très bonne qualité. On a un asset, on a un fonds de commerce, quelque part. Il faut toujours d'abord préserver ce que nous avons, et ensuite développer, aller au-delà. Ce qui est quand même inquiétant, c'est que je pense que le médecin dans notre pays n'est pas suffisamment valorisé. Et je reviens sur ce qu'a dit Sirja. Je suis d'accord. Il faut une remise à plat. Il faut juste se poser la question quel pays, quelle société nous voulons et quelle est la place du médecin dans cette société. Parce que c'est un rôle fondamental. La santé, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, c'est des débats qu'il y a partout dans le monde. Le médecin... Et l'instituteur, bien sûr, c'est ce qui est valable pour la médecine et valable pour l'enseignement. Mais là, comme on est en train de parler de la médecine, moi, je pense aujourd'hui qu'il faut, en tant que société, se poser la question quelle société nous voulons à l'avenir et quelle est la place du médecin dans cette société. Et le médecin doit être traité à sa juste valeur. Je considère, moi, en tant que citoyen, qui a eu l'occasion d'observer, je connais Marouane depuis longtemps, j'ai vu beaucoup de médecins dans leur cursus de formation. Franchement, s'ils n'avaient pas la vocation, le mordant, la famille qui aidait derrière, une éthique et des valeurs, franchement, il faut lâcher l'affaire. Non, il m'a vu en milieu indigène. Ah oui, je l'ai vu au milieu, vraiment. Il m'a vu en terrain inconnu. Faut pas dire indigène, Marouane. Il est venu chez moi en terrain inconnu. En milieu difficile. En terrain inconnu. Tu vas nous l'expliquer. Non, mais parce que les gens... Parce qu'il y a une réalité de la pratique. Il y a une réalité, et je ne sais pas si c'est par humilité, si c'est par justement vocation que beaucoup de gens comme toi, parce que tu n'es pas le seul à avoir vécu ça, puis moi on te connaît depuis longtemps, et c'est vrai que toi tu es devenu médecin, tu as mis du temps avant de finalement
t'installer, exercer, parce que, bah oui, non mais c'est une réalité, parce que justement, ça ne te permettait pas d'évoluer dans la manière que tu attendais. Oui, là, je rejoins absolument ce qui est en train d'être dit. De toute façon, on l'a tous remarqué. فين ما كتسول شي مغربي شنو اللي هذا تيقول لك ما عندناش صحة مشكل كتمشي للسبيطار كيتكرفسوا عليك. C'est vrai que le sujet de la santé est un sujet récurrent dans toutes les politiques publiques que nous menons depuis des années. C'est vrai que c'est un sujet qui cristallise la grogne populaire depuis des années. Ça, on est d'accord. Les réseaux sociaux l'amplifient. Qu'est-ce qu'on fait pour les médecins? À mon avis, il faut, sur une problématique comme celle-là, il faut attaquer le sujet d'un point de vue structurel et à sa base. Marouane l'a dit tout à l'heure, 15 ans à 16 ans pour avoir une spécialité, au bas mot, on reste à l'école pendant 11 ans. Pendant que quelqu'un qui fait un cursus de 5 ans, de master, et en plus j'ai appris un truc, c'est que être docteur en médecine ne veut pas dire avoir un doctorat d'État. Ça c'est encore une autre affaire. Et Marouane pourra peut-être... c'est une autre injustice, ce qui est absolument choquant. Il y a deux points qu'on va détailler, parce que sinon on va passer sur tous les petits détails, alors qu'ils sont extrêmement importants. Faisal, ce point est essentiel. Le gars, il fait 9 ans d'études ou là 11 ans au bas mot, et il n'a pas l'équivalent d'un doctorat d'État. Marouane va nous expliquer la différence. Et surtout l'équivalence, parce que c'est à mourir de rire. Ce qui est essentiel, quand on prend l'équation, elle est très simple. On a un besoin de 30 000 médecins, 60 000 personnes sous ton contrôle, Marouane, soignants. Ça veut dire 90 000 personnes. On a 30 000 médecins. Nous ouvrons 5 500 postes cette année. Fantastique, et on crie à la victoire. Ce n'est pas une victoire, et ce n'est que du colmatage. Il faut attaquer le sujet à sa base. Dans le parcours de formation trop long, trop contraignant, il faut qu'on ait le courage d'adopter une politique audacieuse et efficace. Qu'est-ce qui se passerait, je lance juste la question, si on faisait un parcours en 5 ans, c'est un parcours de base, ce qu'on appelle le socle, ou le pilier de base, et après ça, les 5 ans, on lui donne le droit d'exercer, et encore, on peut encore le faire profiter, le système santé publique, de ce jeune médecin qui est sorti au bout de 5 ans, et l'obliger à faire évoluer aussi bien son parcours académique en parallèle avec son parcours professionnel. Pourquoi est-ce qu'on va l'enfermer, investir de l'argent, mettre de la pression sur les finances publiques pendant 11 ans, 13 ans, 15 ans pour financer ses études, et ensuite lui proposer des conditions absolument rocambolesque en l'envoyant dans des patelins? C'est pas le patelin en lui-même, on a un pays magnifique, mais c'est une question de moyens. Si on l'envoie au fin fond du monde, derrière le soleil, pour qu'il exerce, on n'a pas nécessairement les moyens d'équiper un centre de santé digne de ce nom pour qu'il puisse réellement exercer son métier. Il se passe quoi? Il décroche. D'où, et on boucle la question de l'attractivité et de la pérennité de tout le système. Il faut attaquer le sujet à sa base, c'est-à-dire à la partie enseignement. 3 éléments, je voudrais clarifier. Un, tu nous expliques justement, lorsqu'on envoie un médecin et tu as derrière le soleil, mais avec tout le respect qu'on a pour les gens derrière le soleil, parce que là où tu étais, ils ont droit. Mais bien sûr. Moi, j'y suis parti de mon propre chef. C'est-à-dire que c'était un choix de partir. Toi, dans ton cas, je m'en rappelle, c'était à Tiznit. C'était dans la région de Tiznit. Il n'y avait pas que Tiznit. Explique-nous juste le quotidien. Tiznit, c'est plutôt... il y a quand même... C'est urbanisé. Là, c'est pas une question de patelin. C'est une question de moyens. Tu touchais combien, clairement? Je rends hommage aux gens qui sont à Zaouiat Hamchal, qui sont à Anfgo. Bien sûr. Tu touchais combien? Alors, en fin de cursus, quand on vous envoie en stage obligatoire dans un hôpital qu'on appelle hôpital de périphérie, vous touchez 1500 dirhams par mois. Et encore, à l'époque, on nous donnait pas... C'était quoi? C'était il y a 15 ans, 20 ans? Il y a 20 ans. Et encore, on vous donne pas... À l'époque, on ne vous donnait pas l'argent. On donnait ça en denrées. C'est-à-dire que... En denrées alimentaires. Et aujourd'hui Enfin, ça a peut-être un peu évolué. Je pense que c'est passé à quelque chose comme 2000 dirhams peut-être par mois. Et aujourd'hui, ils leur rassemblent 3-4 mois. Ils leur donnent une espèce de bon de trésor. Et après, ils vont aller les chercher. Je n'ai pas trop discuté avec les gens actuellement. Mais dans l'idée, c'était ça. C'était que non seulement 1500 balles, mais en plus, on vous la donnait avec un baril de 5 kilos de confiture, avec un sac de farine. C'est pour ça que tu manges plus de confiture. Et machin. Non, c'est-à-dire que déjà on dira pas la marque. Se sent très peu valorisé, mais en plus, quand on vous marche sur la tête, c'est encore... Alors ça, c'est juste pour finir. Mais quand on vous envoie dans ces endroits-là, moi, je parle pas du fait qu'on envoie une personne. Moi, je veux juste que les gens se mettent dans la peau de ce gars-là, qui a étudié 7 ans. De cette dame-là aussi, n'oublie pas. Qui a vécu une crise. Moi, je l'ai vécu. Je vais parler avec beaucoup d'émotion. Quand vous arrivez en 4e année, et que vous êtes à peine au milieu de votre cursus, et que vous avez vos amis qui sont autour de vous, qui ont fini leur cursus universitaire, et qui sont déjà en train de faire leur vie, et que vous avez encore 4 ans devant vous,
Ne me dites pas que les gens font ça juste pour de l'argent. Non, Excusez-moi. Bon. c'est vrai. Et ça, l'émotion que tu montres, Marwan, c'est, j'imagine, multiplié là. Ah oui. Vraiment multiplié. Par le là, nombre de jeunes par femmes le et de nombre jeunes hommes qui ont jeunes choisi femmes, de par jeunes hommes qui ont vocation ce choisi cette cursus. voie. Alors, on va revenir sur un point peut-être plus factuel. On voit, est-ce que augmenter les médecins, et alors augmenter, mais dans quelle proportion déjà? C'est-à-dire, il faut qu'on se mette d'accord sur la valorisation, de disant, voilà, j'ai 9 ans d'études. C'est pour ça qu'il y a tout un mindset, pas seulement au niveau de la santé à voir, c'est dans toute notre économie, ce qu'on aurait pu attendre du nouveau modèle de développement. Oui, oui. Parce que, je suis désolé de le dire, un samsara qui a 2 téléphones portables et qui revend de la marchandise va se faire beaucoup plus d'argent qu'un médecin qui a fait 9 ans d'études. Faisal, Et ça, un mendiant professionnel dans Voilà. la rue se fait 2000 ou 3000 dirhams pas par grave. Là, jour. mais Faisal n'aborde pas pas grave. ce sujet sur C'est pas grave, c'est pas son grave. aspect Ok. Pas de comparaison, c'est pas grave. Si, si, je rémunération. compare. Afak. Si, C'est c'est pas grave. important. Oui. Walakin, on a des problèmes encore plus graves que la rémunération du médecin. Alors, on est incohérent dans ce qu'on fait. Wesh, on a besoin de produire tout de suite. La pandémie, elle a montré, ou elle a amplifié, alors que ça n'avait même pas besoin d'être amplifié, la problématique du système de santé que nous avons. Le Maroc a fait un travail formidable, mais à quel prix? Le Maroc a fait des avancées importantes, mais à quel prix? Ils l'ont fait, hein. Quelle est la pérennité de ces avancées? Aujourd'hui, nous avons une occasion en or d'interroger nos capacités à prendre des décisions politiques courageuses, à créer des ruptures avec des méthodes et des approches qui aujourd'hui ont montré leurs limites. Quand j'ai parlé tout à l'heure de la durée de formation d'un médecin, là c'est lié parce que il a Kadgoulou et tu restes sur les bancs de l'université dans des conditions parfois absolument compliquées pendant 9 ans, tu vas dans un endroit enclavé. Alors, mais c'est l'endroit enclavé qui pose problème. Alors, de la problématique de l'enclavement, c'est l'enseignement. C'est ce qui va autour. Alors, ce qui va autour. Là, il est là pour exercer son métier de médecine. Il a besoin de moyens. Il a besoin d'un minimum d'infrastructures, d'un minimum de conditions décentes pour apporter le soin utile et nécessaire à la population. Dans ces Toute zones- la population marocaine mérite Oui, ça, dans ces zones- le niveau. Justement. Dans ces Justement. zones-là, excuse-moi, Oui, dans ces zones-là, très on a rapidement. créé ce qu'on appelle des septologues. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de moyens. Explique, septologue. Tout ce qu'ils font, c'est le sbetar. C'est un tabib de qalb. Septologue. C'est un septologue. C'est des septologues. Voilà. Ça Pourquoi va, Parce que son entrée dans vous le le mettez petit Larousse dans une médical. situation C'est quoi la Bible? où il n'a pas de ressources suffisantes pour pouvoir travailler convenablement, où il est dans une situation qui est assez particulière, où il ne voit pas venir l'avenir. Le mec, il a 20... Au bas mot, on rentre à la fac de médecine, on a 18 ans. 18 ans. D'accord. On arrive à cette histoire-là, on a 25-26 ans. On a une vie à construire, on a peut-être une amoureuse, on a envie peut-être de nous marier, on a envie d'avoir des enfants. Et c'est valable pour les femmes, les filles aussi. Hein. ouais, C'est c'est peut-être encore encore plus plus grave. grave. C'est encore problématique. plus grave. Et vous lui dites, tu vas là-bas, et en fait, là-bas, il n'y a pas d'école primaire, il n'y a pas d'endroit pour éventuellement ton épanouissement culturel, il n'y a pas de loisirs, il n'y a rien. Tu es dans un 4 murs. wallo Des aérien, fois, comme ces tu 4 dis. murs. Wallo aérien. Moi, j'ai travaillé dans un centre de santé où on a construit le centre de santé, mais on n'a pas ramené les fenêtres. Donc en fait, c'est un centre de santé courant d'air. En fait, on vivait dans le blizzard constant. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est vrai. Vous avez pas. Et ce qui se passe, c'est que soit vous allez envoyer des septologues, soit vous allez envoyer un médecin généraliste sur lequel vous avez dépensé énormément d'argent, qui va aller là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que c'est le calme, parce que c'est la montagne, parce qu'il est en ermitage. Il va préparer sa spécialité. Il va faire sa thèse. devenir spécialiste. Absolument. Non, pas sa thèse. Il va préparer sa spécialité, Absolument. son concours de résident. Il va venir passer son concours de résident. Il va rentrer en tant que spécialiste au niveau du CHU, mais ça ne réglera pas le problème des soins de santé privés. Alors, s'il vous plaît, les soins de santé privés, justement. Primaire, on va primaire. J'ai Pardon, parlé de primaire. excuse-moi. Je parlais de. Et justement, je voulais faire la transition. Bon, c'est pas grave, c'est raté, mais on en a parlé tout à l'heure, justement. Oui. Public-privé. Et dans le privé, il y a aussi un souci, alors on va en profiter aujourd'hui, on en parlera bien entendu de la santé privée, mais pour répondre à des questions et pour répondre à des problématiques qui sont à l'origine aussi du medical bashing, hein, ce sont les pratiques des cliniques privées, on en a beaucoup parlé, j'en avais beaucoup parlé, c'est ce fameux chèque de garantie qu'on vous demande lorsque vous arrivez dans un centre de santé, dans une clinique privée, pas dans un centre de santé, dans une clinique privée. Quels sont vos droits? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Réponse avec notre huissier Abdelmoulem Hirik. إذا جواب ومداخلة المفوض القضائي بخصوص المصحات أو بعض المصحات اللي كيطالبوا الزبناء ديالهم المرضى ديالهم باصطحاب وتسليم شيكات الضمان قبل الولوج وقبل الدخول إلى هذه المصحات. لا أخفيكم سرا أننا توصلنا وخصوصا في الفترة
ديال الكوفيد توصلنا بالعدد ديال الطلبات، يعني عدد مهول ديال الطلبات ديال عباد الله، ديال المرضى، ديال المواطنين اللي كيطالبوا من المفوضين القضائيين انهم يرافقوهم الى بعض المصحات، لكي لا اعمم، الى بعض المصحات التي تلزمهم وتشترط عليهم انهم يقدموا لهم ويسلموا لهم شيكات على سبيل الضمان. وفعلا تنمشيو لهذه المصحات هذه وتنعاينوا وتنشوفوا وتنوثقوا على ان هناك فعلا بعض المصحات اللي كيشترطوا وضع الشيكات على سبيل الضمان، وذلك في خرق سافر وفي ضرب سافر لمقتضيات القانون الجنائي اولا، فيما يتعلق بالشك على سبيل الضمان اللي كنعرفوا كنا على انه مجرم قانونا، ثم في خرق اخر لكي يتسمى يعني عدم تقديم المساعده للمرضى وخصوصا المساعده الطبيه العاجله اللي كنعرفوا على انها قانونا من واجب الطبيب، ثم احتراما للقسم الذي أقسمه الطبيب قبل الولوج المهنة. ولا أخفيكم سرا أيضا على أن فعلا هذه المساطر اللي طلبت منا أن فعلا أتت الأكل ديالها، وأصبحت بعض المصحات كتفادى وكتخاف من الحضور ديال المفوضين القضائيين، بل أن بعض منهم أعطى بعض التعليمات للحراس الأمن على أنهم يمنعوا ولوج المفوضين القضائيين لكي لا يثبتوا هذه الوقائع. الحمد لله أتت أكلها، وأصبحت بعض المصحات يعني تتراجع عن المطالبة بهذه الشيكات هذه على سبيل الضمان. Merci Maître Mherik pour ces conseils comme d'habitude, et puis vous savez que vous pouvez les retrouver à chaque fois, on vous les donnera de manière indépendante puisque Maître Mherik peut vous expliquer comment faire lorsque vous êtes dans des situations qui peuvent vous paraître un peu compliquées, vous savez pas quoi faire, vous verrez, il y en a plein, il y en a plein. Bien, merci à tous. Alors, vraiment, merci Marwan pour ta franchise, hein, ton émotion qu'on a vue tout à l'heure, mais moi je vais te consoler, parce que tu es mon médecin préféré. Ok, d'accord. Et on reparlera bien évidemment de la santé, parce que ça c'est un petit point, un petit compartiment, mais qui je pense est essentiel, la rémunération des médecins et la valorisation, qu'on arrête de me dire, il n'y a pas que la rémunération, il y a ce premier point fondamental. Voilà, qui est fondamental. Ensuite, on pourra voir comment faire évoluer ça. La couverture santé universelle, pour qu'elle puisse réussir, elle a besoin de 3 ingrédients. Le financement, la gouvernance et les ressources. Et ben voilà. Ressources humaines et Financières. techniques. Eh ben on parle, tu vois, tu nous as posé les 3 piliers que nous développerons à chaque fois dans Parole d'experts. Merci d'avoir été avec nous. Non, c'est fini. Merci à vous. On va passer au deuxième sujet. Ça va plaire à Nabil. Benki's back. Deuxième partie de l'émission de cette semaine, un sujet qui vous tient à cœur quand on en a discuté. Benki's back. Benki's back. Et là, on va essayer de comprendre. On va pas faire une émission politique, politicienne, à essayer de comprendre les fondements, etc. Mais surtout, quelle perception on peut avoir, quel rôle les réseaux sociaux ont joué là-dedans et quel impact ça peut avoir sur la perception. Et vous, comment vous percevez la chose? Je sais que toi, Wissal aussi, tu as un bel avis sur la question en tant qu'observatrice, fine observatrice de la vie politique. Pas besoin de revenir sur le sujet. Septembre dernier, les élections, la débâcle historique du PJD après 10 ans au pouvoir. Et le 30 octobre, qui arrive comme une fleur? Benki. Benki. Alors, est-ce que, première question toute simple, est-ce qu'il fallait s'y attendre? Ok, Oui, grand silence. Je pose Oui, la prochaine évidemment question. qu'il fallait s'y attendre, c'était évident. Pourquoi? C'est évident. Parce que le PJD, il a lui aussi, ça fait depuis des années qu'il est comme ça en alternance entre le numéro 1 et le numéro 2, et puis il se passe la balle. Enfin, voilà. Mais par contre, voilà, c'est une demi-bonne nouvelle. Nabil. Oui, il fallait s'y attendre parce que toutes les sorties de Siad El Abdelkiran pendant ces derniers mois préparaient son retour. Oui. En tout cas, ça se voyait, on comprenait. Il parlait une partie de la base du parti. Il se préparait à revenir. Je pense que ça n'a pas été surprenant. Ce qui a été surprenant, en revanche, c'est le score qu'il a obtenu. C'est-à-dire le plébiscite total des gens qui étaient appelés à voter. Mais c'est quoi? C'est pas justement, tu parles bien au sein du PJD. Au sein du PJD. Au sein du PJD. Il y a eu quoi? Il y a eu un rejet, un ras-le-bol de Othmani ou une espèce de déception totale? Écoute, moi je fais une interprétation. Siad El Abdelkiran est une personnalité politique à part. Oui. C'est un monsieur quand même d'une très grande puissance politique.
des fois je me dis on a quand même la chance nous de voir ça devant nous, hein, parce que franchement c'est l'histoire. Oui, il nous a promet manqué. pas Non, mais beaucoup, quand il est parti, il nous a manqué, nous, aux médias. Non, mais c'est vrai. Non, mais Aux médias. faut le dire. Oui, pas au peuple. oui, mais aux médias. En tout cas, pas une partie du peuple. Franchement, c'est un monsieur qui est très puissant au niveau de la lecture politique et qui a cette capacité à bien lire le moment et bien savoir se positionner. Il a aussi cette faculté à savoir jouer le sauveur. Et en 2011, il a bien revendiqué que c'est un peu lui qui a sauvé le Maroc d'une dégradation de ce qui se passait dans la rue, ce qui est faux. Hein. En tout cas, selon ma lecture, c'est complètement faux. Mais il a cette puissance et cette force, en tant que politicien, à venir saisir le moment, se positionner et puis prendre le lead. C'est la même chose aujourd'hui. Son parti a pris, comme on dit, excusez l'expression, une déculottée le 8 septembre. Forcément, ça laisse des traces. Maintenant, le parti est devant deux possibilités. Déculotté qui laisse des traces. Voilà. Ouais, Pardon. C'est deux possibilités. Soit le parti se remet totalement en question pour essayer de comprendre réellement quelles sont les causes de fond, soit il prend le raccourci de dire si on a vécu ça, c'est parce qu'on n'avait pas un leader à la tête du parti, du coup on va aller rappeler l'ancien leader pour le remettre à la tête du parti. Visiblement, c'est ce que le parti a choisi de faire. C'est de dire on va choisir Samuel Benkelem parce que c'est un vrai cheval gagnant. Est-ce que, alors là, c'est la question de la mémoire. Oui. Et ça, on sait très bien que les peuples ont une mémoire courte ou une mémoire extrêmement sélective. Est-ce que se souvient du départ, finalement, de la disparition, on va dire, politique et médiatique de Abdelillah Benkelem, qui n'a aucun impact sur son retour et sa réélection à la tête du parti aujourd'hui? Enfin, disparition, c'est un grand mot. Parce que disparition très médiatisée. Donc disparition dans l'apparition, l'apparition dans la disparition. Oui. C'est-à-dire juste après, il a commencé à faire ses fameuses communications sur le papier beurre, là, en mettant à chaque fois... C'était sa signature. C'est-à-dire que moi, je sais utiliser les réseaux sociaux, mais je vais le faire de la manière traditionnelle. Je vais écrire mon petit courrier avec ma note faite manuellement, manuscrite. À la maison, je vais vous la mettre sur une photo et je vais vous la mettre sur les réseaux sociaux et comme ça vous allez la lire. C'est mon écriture, c'est quelque chose de moi, c'est très personnel. Je mets une part de moi dans ce que j'écris. C'est un monsieur qui manipule très bien la communication et qui sait. Oui, mais il la manipule dans le bon sens, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est un bon professionnel de la politique. C'est un professionnel politique. De la communication Absolument. politique. Il sait comment faire, il sait comment être le saltimbanque quand il faut qu'il soit le saltimbanque, il sait quand est-ce qu'il doit être sérieux, il sait quand est-ce qu'il doit être dans l'émotionnel en écrivant ses petits courriers, en disant voilà, moi je ne suis pas d'accord pour ce que mon parti fait. C'est sa manière de faire. Maintenant, moi, mon regard à son retour est un regard qui me laisse un peu frileux par rapport à la décision qui a été prise par les membres du parti. Ça fait des années qu'ils nous parlent des crocodiles, des dinosaures, des éléphants, des partis et tout ça, et que les partis ne se renouvellent pas, machin. Aujourd'hui, ils nous donnent une expression claire que eux aussi, ils font du nouveau avec de l'ancien. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de base jeune qui est capable de venir renouveler le rang. Et on va aller dans ce que disait Wissal tout à l'heure, cette fameuse alternance ou la chaise musicale annuelle entre lui et le numéro 2. 1-2. Absolument. Mais la vraie question à Faisal, est-ce que le retour de Benkelem, je crois que ça... Vous pouvez penser à Poutine Medvedev. Un peu le même esprit. Un peu le même esprit. Mais tu as raison, un peu le même à la esprit. Russe. Tu as raison parce qu'au final, même quand Medvedev est là, c'est Poutine qui décide. C'est un peu l'esprit, quoi. Ceci dit, la vraie question qu'on doit se poser, qu'est-ce que ça veut dire pour le paysage ou pour la scène politique marocaine? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le retour de Benkelem va se faire à la faveur d'une crédibilisation de l'opposition? Parce qu'on s'est tous posé la question à la suite des élections sur la crédibilité de l'opposition, sur l'exercice démocratique, sur la santé démocratique dans notre pays. Et c'est ce que nous voulons obtenir à la fin de l'histoire dans cet exercice politique. Est-ce que sauvegarde l'opposition, ça la renforce? Mais de quelle opposition on parle? D'une opposition médiatique? Parce qu'avec 13 sièges, c'est pas avec ça qu'ils vont pouvoir... Les prochaines semaines vont être extrêmement intéressantes à regarder. Pourquoi? Parce qu'en effet, nous savons que l'aura du PJD à l'opposition est affaiblie par le nombre de sièges. Après, qui est dans l'opposition? Il y a d'anciens alliés du PJD, je parle du PPS notamment, même si le secrétaire général du PPS a déclaré prendre ses distances globalement, en tout cas sur une ligne idéologique, etc. Maintenant, dans la vraie vie et dans les vrais faits... retournement de veste mais on a assisté sur tous ces partis ces dernières années. Il y a de quoi faire une encyclopédie. On est d'accord. La veste, elle a craqué. Mais sachant qu'il a annoncé aussi qu'il allait... Mais attends, c'est pour ça qu'on se dit, aujourd'hui, en tant que citoyen, quel est notre enjeu? C'est la santé démocratique et la crédibilité du système démocratique dans notre pays. C'est notre combat. Alors finalement, est-ce que c'est bien qu'ils reviennent? Alors au-delà de la perception qu'on peut avoir, les dinosaures, on reprend les mêmes et on fait du réchauffé, etc. Ou alors est-ce que c'est bien finalement qu'il refasse sa réapparition? La nature a horreur du vide. Oui. Ce qu'on constate aujourd'hui, depuis la formation du gouvernement actuel, c'est qu'il y a un vide.
Le gouvernement ne prend pas la parole. C'est un C'est gouvernement vrai. technocrate qui est probablement Pas en train encore. d'attendre. Non, probablement, encore, ils doivent faut lui laisser attendre le temps d'avancer aussi. sur des choses Ouais, concrètes ouais. avant de les communiquer. Mais politiquement, ça Mais peut on être se aussi serait attendu interprété. à un gouvernement de communication quand même, Oui. justement, avec les... Voilà, mais bref, ça, on en Mais c'est pas reparlera. plus mal, On en hein, reparlera, c'est on en pas plus reparlera, mal, on en c'est pas reparlera, plus mal. on en Je reparlera. finis l'idée. Parce que, en tout cas, le gouvernement actuel ne prend pas la parole. Il est dans une position, j'ai envie de dire, un peu discrète. Du coup, l'opposition n'est pas structurée, n'est pas organisée, n'est pas forte, n'est pas alignée pour pouvoir Donc, il y a une prendre place la à prendre. parole. Il y a du Il y a un vide. terrain Ce à vide se remplit par quoi? Par la rue. Qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier? Cette Le histoire pass. de passe vaccinal Ouais. est en train de se transformer petit à Oui. petit. On a un sujet de revendication plus Plus global large. sur la cherté de la vie, l'inflation. Les Et puis ensuite, on va hydrocarbures. commencer à parler Les de la collusion matières, les argent. denrées alimentaires qui augmentent, ça, Oui, on en oui, oui. parlera Le parce premier qu'on va sujet, rentrer dans Il le faut expliquer détail, aux gens. c'est Oui, oui. énorme. Il faut c'est expliquer énorme. aux gens. Il faut Ouais. que ce gouvernement explique aux gens quelles sont les causes structurelles de cette augmentation. Que ça n'a rien à voir avec le fait que les gens veulent s'enrichir très rapidement. Qu'il y a des contraintes qui font que. Anyway. Donc le fait d'avoir ce paysage vide ici, un Abdelkader qui revient tel qu'on le connaît, qui adore aussi les projecteurs, il aime bien se mettre en avant, il aime bien parler. Même si là il donne des signaux de quelqu'un qui a pris la mesure de ce qui s'est passé, qu'il a modéré. qu'il a un peu, modéré, qu'il a modéré un petit peu ses ardeurs, mais bon, quelqu'un qui aime les projecteurs aime les projecteurs. De toutes les manières, chasse le naturel, il revient en galop. C'est qu'une question de quelques jours, quelques semaines pour que les médias puissent se délecter à nouveau des sorties de Chablis Abdelkader. Donc l'arrivée d'un monsieur de ce calibre, hein, qui est un bon tribun, qui est quelqu'un qui sait manier la parole, qui est quelqu'un qui sait parler aux gens, va avoir un effet probablement positif sur le déplacement de l'opposition et éviter de laisser l'opposition s'installer dans la rue. Et qu'elle s'installe dans les médias. Donc, même si elle n'est pas dans l'hémicycle, qu'elle ça va s'installe dans les challenger médias. le nouveau gouvernement qui peut-être s'est dit à un moment donné on s'est débarrassé du PJD alors que non, pas du tout. Mais c'est pas une question de se débarrasser du PJD. Ce que dit Nabil est extrêmement important. Pour une démocratie Quand saine, on voit il les faut qu'on analyses, les. Non, là, voilà, qu'il a fait ça. Non, 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 non. Mais allez, c'est le mais ça, triomphalisme du moment. c'est beaucoup de Après, il faut prendre la hauteur. triomphalisme et d'euphorie du moment. Maintenant, quand on veut prendre les choses avec de la retenue et la tête un peu froide, c'est sain d'avoir une opposition structurée à l'intérieur des institutions pour lesquelles nous nous sommes tant battus et nos anciens se sont battus. C'est important. C'est pas une bonne nouvelle d'avoir une opposition qui ne s'exprime que dans la rue. J'espère que l'arrivée de Benkilan va réussir c'est à dangereux. structurer, à organiser une opposition crédible et objective parce qu'on en a besoin et le gouvernement en a besoin pour avoir un rendu qui soit à la hauteur, y compris des attentes. Ça, c'est dans l'idéal, on va dire, et pas dans la vraie vie. Maintenant, on va se poser 2 ou 3 questions intéressantes. Benkiran d'aujourd'hui n'est pas Benkiran d'il y a 10 ans. Probablement Il est plus pas. âgé, quelques soucis de Il y a quoi, il santé. y a 68 ans 67, 68 70, je crois, Ils sont encore jeunes. des soucis de santé. Il y a Il y a combien aujourd'hui d'Aïd des attentes. Attention, le PJD d'aujourd'hui n'est pas le PJD d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ils sont arrivés, ils étaient tous novices partout. Oui. Mais en plus, c'est un tsunami qui les avait envahis à l'époque, puisqu'ils étaient partout, dans les régions, dans les territoires. Ils ont eu un tsunami à l'arrivée, un tsunami au départ. Non, mais sérieux, C'est grandiloquent à dans chaque le fois. gouvernement, et ils n'étaient pas forcément prêts. Les grandes marées. Ils n'avaient pas forcément, une grande marée, ils n'avaient pas forcément les cadres, les équipes, Ouais. l'expérience. Aujourd'hui, on a un PJD avec les ingrédients suivants. Plus formé. Une claque sévère dont ils vont, à mon avis, et dans ma modeste lecture, tirer des leçons. 10 ans d'expérience de gouvernement et de gestion territoriale et de gestion régionale dont ils vont tirer des leçons. Des alliances qui se sont faites, bonnes ou mauvaises, des alliances qui se sont faites et qui se sont défaites. Un Benkiran qui a pris un peu de hauteur, un peu d'âge, mais aussi un peu de sagesse. maturité et de sagesse. Alors, ça dépend à quel moment et de quelle manière on va utiliser tous ces ingrédients-là. Tout ce qu'on souhaite, c'est que le paysage politique puisse rester équilibré, avec une opposition qui joue son rôle en face d'un gouvernement qui joue le sien. Voilà. Ça, nous, en tant que citoyens. En fait, à la limite, si je devais résumer, il y a peut-être 2 grands apports de ce retour de Benkilan aujourd'hui à la tête du PJD. Il y a un premier apport par rapport à la politique globale du pays, donc par rapport à ce point d'opposition, d'occuper l'espace, ne pas laisser le vide. Et c'est très très bien, ça c'est, j'ai envie de dire, un résultat qui peut commencer à se voir à très court terme. Le deuxième, c'est par rapport au parti lui-même. Qu'on accepte les idées, qu'on ne les accepte pas, le PJD est un parti national, structuré, organisé, c'est un des players politiques de la place. Et il vaut mieux avoir un parti politique qu'avoir des mouvements cachés qui ne sont pas politiques. Donc, au moins, on a un l'histoire parti a démontré politique, et déjà ça, la limite de ce évidemment. modèle. Ça, Je c'est pense quelque que chose, c'était la première crainte de beaucoup, on va dire, de gens Il y a 10 ans, qui observaient, en se disant il vaut mieux avoir
un parti, entre guillemets, islamiste ou un mouvement islamiste présent, plutôt qu'il soit relégué en marge. Bah, c'est Ah oui, clair, bien sûr. c'est Parce que dangereux. ça, justement, c'est... Et l'expérience a montré que pendant ces 10-11 ans, ce qu'on peut reprocher au PJD pendant son mandat est plus de l'ordre de l'économique, de l'organisation, de la vie sociale, absolument rien à Et les voir. Marocains l'ont Parce que- montré de toute façon. Mais Oui, parce oui, que les Leur garde-fous bien sûr, préoccupation. ils l'ont mis en place exprimé, aussi, voilà. absolument. Les Marocains ont montré, les garde-fous ont été mis en place. Donc finalement, un parti d'obédience islamiste, s'il a les bons cadres, s'il est capable d'apporter de la valeur, s'il est capable de contribuer au développement du pays, bah, il a sa place comme le reste, comme les autres pays, comme les autres partis, hein, socialistes ou libéral ou autres. Donc, il y a pas Ceci de- dit, Faisal, on aura, excuse-moi Nabil, on aura noté que Ben Kiran, dans sa déclaration post-élection à la tête de son parti, a déclaré rester fidèle à la ligne idéologique de son parti et que son parti restera fidèle à sa ligne Alors moi j'ai une idéologique. question au docteur. On peut pas dire autrement, parce Est-ce qu'il a l'allure des réels, est-ce on que peut le pas parti, donc le parti n'est ni en mort cérébrale ni en mort Alors, c'est bien que tu me dises ça, parce que depuis tout à l'heure, j'entendais le retour de Benki. Oui, mais c'est ça. Et le parti. Et Wissal a parlé du gouvernement, enfin, et du manque de communication de la part du gouvernement. Moi, j'ai l'impression que ce gouvernement, c'est un peu comme Robert De Niro dans L'éveil. En fait, il est en léthargie et il est en train de regarder en fait l'ampleur du chantier qu'il a à faire. Il ne sait pas par où commencer. Et Benki, c'est la balle de tennis que le médecin lui a envoyée et qu'il a fait ça pour l'attraper. Donc en fait, Benki Bien, va ramener voilà la les référence. stimulations. De Fort, Niro, fort, Marwan. L'éveil. Regardez-le et on vous T'es dira fort, à quelle t'es minute. fort, Marwan. Voilà, je vous mettrai à quelle minute du film vous pouvez avoir cette scène. Voilà, super. Non mais En sérieux. tout cas, Ben Kiran sera très heureux d'avoir c'est été un coup de comparé à taser. De Niro. À mon avis, hein. c'est un coup de taser. C'est La un bon balle. coup de taser. Et la pour, balle. Et la balle de tennis. comparé à la balle. de tennis. C'est un coup de Non, taser. mais Faisal, il y a un élément fondamental que l'on oublie. Et tout à l'heure, Marwan l'a cité en tout début de son intervention pour dire le PJD et Ben Kiran en particulier a très longtemps reproché aux partis anciens et traditionnels leur Le format non-renouvellement. un peu dinosaure et le non-renouvellement. Aujourd'hui, il y a un véritable effort à faire par les partis, notamment ceux au pouvoir, pour rentrer dans les milieux où ils peuvent créer des viviers politiques importants. L'université, aujourd'hui, a été le fief historique de la gauche, puis des islamistes. Mais à quel moment est-ce qu'un parti libéral modéré qui est dans la vraie vie de tous les jours est rentré à l'université? Ben jamais. Et ça, c'est un exercice fondamental parce que aux États-Unis, on intéresse les jeunes à la politique très tôt. C'est un acte citoyen, c'est un acte essentiel et je pense que ce gouvernement-là, profitant de ce changement, on va dire de mindset, y compris des Marocains, parce qu'il ne faut pas oublier que les Marocains ont mûri. Et la crise que nous avons traversée depuis maintenant bientôt 2 ans nous a fait mûrir sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, il est fondamental que les responsables politiques assument la responsabilité de créer des viviers qui vont assurer le relais demain. Ça nous fera éviter, et ça nous fera gagner surtout beaucoup de temps et éviter bien des débâcles. Voilà. Ouais, PJD, Non, pas ça, mort, donc on est bien ouais. d'accord. Non, Voilà, absolument on l'a pas bien du tout. montré. Absolument pas. Voilà. Contrairement à ce que beaucoup auraient pu dire au lendemain des absolument élections. Voilà. Alors, il y a de la place à prendre. Le proverbe de Marwan pour clôturer cette séquence. الوغ المثل ديال اليوم في خاطر عزيزي السي علي السرحاني اللي ماشي معنا. السي علي السرحاني الا كنت تشوفنا السلام عليكم. انا ما غنكونش في المستوى ديالك ولكن غنحاول. هذه القصه ديال البي جي دي اللي ديما تيعيب على الاحزاب الاخرى بانهم ما كيتجدوش والى ما غير ذلك وهما دابا واقعين في نفس الغلط. كتذكرني بداك المثل اللي تيقول اللي ضاروا بالزاج ما يشيرش على جوار الناس بالحجر. Voilà, merci Wissal, merci Nabil Merci à et toi. merci docteur d'avoir été avec nous. On se retrouvera cette semaine, vendredi, n'oubliez pas, et l'intégrale bien entendu samedi. On se retrouve pour la 3e séquence où on va parler de cette fameuse photo, la photo qui a tourné sur les réseaux sociaux qui pose une vraie question dans notre pays. Troisième partie de Parole d'expert de cette semaine. Je vous laisse imaginer ce qui se peut se passer dans les intervalles. Il y a beaucoup d'ascenseurs émotionnels dans cette émission. Voilà, si vous avez vu les deux, celle de lundi, celle de mercredi, n'oubliez pas que samedi, demain, on vous mettra en ligne l'intégralité. N'hésitez pas à réagir, à nous envoyer vos mails, bien évidemment, et à vous abonner à la chaîne YouTube de H24 pour suivre et être alerté de la mise en ligne des nouvelles émissions. Sur le plateau, on a remplacé Nabil Hafad par Hind Haïdi, qui est avec nous, fondatrice de Jout. Comment ça va, Hind? Très bien, Faisal, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Avec plaisir. Wissal est toujours avec nous. Toujours avec plaisir. Et Dr Marwan Hakam est toujours avec nous aujourd'hui. Alors,
Cette séquence, elle est liée à une autre séquence, ou plutôt à une photo qu'on a vue circuler sur les réseaux sociaux. Une internaute a mis une photo sur Facebook, qui a ensuite été partagée de nombreuses fois, mise sur les réseaux sociaux. C'est celle-ci. Et cette photo-là, eh bien, elle symbolise énormément de choses. Alors déjà, avant qu'on en parle, ça va nous permettre de parler de la mendicité, de l'accès à l'éducation, des thèmes qui nous sont chers. Et avec Simhirik, on verra d'un point de vue juridique aussi également comment est considérée la mendicité sur le plan juridique. Quand vous avez vu cette photo circuler, qu'est-ce que ça t'a inspiré, toi, Hind, déjà à la base? Parce qu'on va revenir sur toute l'action que tu fais au niveau de Joud et surtout la campagne contre la mendicité que tu avais lancée en mars dernier. Quand tu as vu cette photo, qu'est-ce que ça t'a inspiré? De premier abord, ce que pouvait ressentir cette petite fille au moment où elle voit passer ce bus scolaire et qu'elle voit d'autres enfants aller à l'école et qu'elle est là en mendiante. Tout ce qu'elle a pu ressentir comme frustration, comme peine. C'est cruel. Moi, je pense aussi à son devenir, vu que j'en vois à la rue par milliers qui échouent suite à leur exploitation étant enfants dans la mendicité. Alors, on va y revenir, justement, parce cruel. que ça, c'est vraiment, oui, cruel. C'est ce qui revient. Wissal. C'est une photo choc, c'est une photo qui nous a tous fait réagir, malheureusement, et je pense que Hind va beaucoup en parler. Malheureusement, c'est pas un cas isolé. Oui. C'est triste. Oui, quand c'est cristallisé, quand c'est pris sur le moment, et puis avec toute la symbolique que ça peut avoir d'avoir une pauvre petite gamine qui est là en train de faire C'est extrêmement douloureux pour chacun de nous en tant que parents déjà. En tant que parent, quand on voit cette image-là, on ne peut pas s'empêcher d'avoir le cœur serré parce qu'on se dit, cet enfant, encore très très petite, je crois qu'elle doit avoir 3 ou 4 ans, je pense. Ou un peu plus, elle avait l'air un peu plus jeune. Voilà. On se dit, mais cet enfant, elle n'a rien demandé à personne et elle se retrouve comme ça, exploitée probablement, assise sur un bout de trottoir en train de dire au revoir à d'autres enfants qui sont du même âge. Et je pense que nous avons une responsabilité collective sur cette photo, à des niveaux différents, mais une responsabilité collective. Marouane. Bah moi je dis hurrah à Facebook, hurrah les réseaux sociaux, parce que merci, ça permet au moins de mettre en valeur ce genre de clichés qui permettent de voir la réalité, parce que je pense que cette réalité est transparente aux yeux de nos politiques, et que c'est que comme ça qu'on pourrait peut-être leur faire montrer la réalité des choses, et ce qui se passe en termes d'exploitation d'enfants pour la mendicité et ainsi de suite, parce que j'ai l'impression qu'ils ne le voient pas eux, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait des programmes spécifiques pour faire ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations. Hind est à la tête d'une des associations qui est la plus active à ce sujet, du moins celle que je vois sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes au niveau associatif qui font un énorme travail pour ça. Ces gens-là ne peuvent pas réussir seuls. S'il n'y a pas une vraie politique d'État à ce sujet, s'il n'y a pas l'intégration obligatoire à l'école, s'il n'y a pas un accompagnement des familles pour la scolarisation précoce des enfants, pour qu'il n'y ait pas d'arrêt de scolarisation parce qu'on a besoin de revenus supplémentaires dans le foyer. Si. Il y a tellement de si, c'est terrible. Alors, on va revenir, on va essayer de détailler. J'aimerais juste donner un petit détail, et là d'un point de vue journalistique et d'éthique journalistique. Alors c'est vrai que souvent, une photo, mais à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui s'est passé après. On part du principe que, en effet, c'est ce qui est transmis, le symbole qui est transmis à travers cette photo, on va le prendre comme argent comptant. Donc je prends juste des pincettes, par pur professionnalisme, pour dire que j'ai pas eu le temps de vérifier. Si, vous savez, ça peut être peut-être. J'en prends la responsabilité, j'ai eu le temps de vérifier. Voilà, super. C'est pour ça que aussi tu es là. Mais je le dis parce que on pourra revenir sur le traitement de l'information et certaines photos qui, dans d'autres cas, peuvent donner lieu à d'autres interprétations. Mais dans ce cas-là, en effet, tu vas nous dire. Alors, Hind, juste, ça interpelle sur 2 sujets. Accès à l'éducation obligatoire et la mendicité, l'exploitation des enfants dans la rue. Tu m'as donné un chiffre avant qu'on commence cette émission. 193 000 mendiants. 196 000 mendiants, selon le HCP, chiffre de 2007, ce qui nous classe... Il y a 14 ans. Il y a 14 ans. Ce qui nous classe premier pays en termes de mendicité dans le monde arabe, devant l'Égypte.
et tout plein d'autres qui sont nettement plus pauvres par leur PIB comparé au nôtre. Je cite la Tunisie, la Somalie, le Yémen, le Djibouti, la Mauritanie et j'en passe. Justement, il faut se poser la question. L'Égypte, qui est classée seconde, compte 42 000 mendiants. Nous, 196 000. Sachant que la population marocaine ne représente même pas la population d'une ville en Caire. Ouais. En Égypte, excusez-moi, qui est le Caire. Oui. Et donc, il faut se demander pourquoi. alors, on va se Où est demander le problème? Où est le problème? Ouais, on revient toujours à cette histoire de se demander pourquoi et ne pas agir pour enlever le pourquoi. Parce que oui, vous voulez qu'on vous réponde pourquoi? Oui. Je pense que Non, à part la pauvreté. On sait le à part la pauvreté, les inégalités. Justement, ce n'est Oui. pas la pauvreté. D'accord. Ce n'est pas du seulement. tout. C'est pas une affaire de Non, non, pauvreté. non. Bah quand même, non mais attendez, minimum. C'est peut-être un point de départ, mais lorsque la pauvreté devient une thématique qui donne lieu à une professionnalisation et à la création d'un écosystème, je suis désolée, les chiffres que vient de citer Hind, c'est un scandale. Que dans un pays comme le nôtre, dans une époque qui est la nôtre, avec toute l'ambition qui est la nôtre, Et tout ce qui a été fait depuis avec 20 notre ans, nouveau faut modèle oublier. de développement, avec nos ambitions écologiques, responsables, etc., qu'on ne soit pas capable de prendre le taureau par les cornes et de mettre en place une stratégie volontariste, engagée et engageante, y compris en impliquant la société civile. Je suis énormément ce que fait Hind sur les réseaux sociaux et ce qu'elle fait force réellement le respect et j'espère qu'elle sera contagieuse, en tout cas elle a un sourire très contagieux. Il faut que la société civile prenne ses responsabilités. Il n'y a de mendiants que parce que nous alimentons le cercle. Alors justement, Moi, un jour, j'ai été sensible, et je tiens à le Ouais. dire, à un message qu'avait fait Hind il y a quelque temps, à l'occasion d'une très forte campagne. Et j'ai arrêté de donner aux mendiants dans la rue. Quand on veut aider, il y a 1001 façons de le faire de manière plus ciblée, Tout à fait. plus structurée, plus efficace. Tout à fait. alors tu parles Mais de on la s'achète campagne la qui a bonne été lancée. conscience. Voilà. Oui, Alors, la et on campagne s'achète que tu une as bonne lancée, conscience parce qu'on a balancé 2 dirhams à un feu rouge. Je suis Ouais. désolée, c'est pas de la bonne conscience, c'est criminel. Alors une campagne qui était à ton initiative, à l'initiative de Joud, du 10 mars au 10 avril 2021. de cette année. On voit l'affiche là qui s'affiche à l'écran. Ça a donné quelque chose, une campagne comme ça, très rapidement? Parce que c'est vrai que, alors, par contre, c'est vrai que ça a donné lieu déjà à des discussions, Oui. à des prises de conscience, Des pour à et une des contre, culpabilisation. On se dit, est-ce que je donne? Est-ce que je donne pas? J'ai participé aussi, tu m'as fait enregistrer une petite vidéo où le jour même où tu m'as demandé de faire la vidéo, justement, et c'est vraiment pas, c'est anecdotique, c'est, voilà, et il y a un gamin qui est venu me voir, et là, tu te sens déchiré, tu te dis, est-ce que c'est de sa faute? C'est pas de sa faute, de toute façon, parce que c'est un mineur. Et en même temps, tu te dis, il y a plein de choses qui se percutent dans la tête à ce moment-là. C'est compliqué de prendre une décision. Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, écoutez, nous avons mené des sondages tout au long de la campagne qui a duré 1 mois. Et le taux de favorabilité des citoyens par rapport à cette campagne qui prenait conscience de la gravité de donner de l'argent a atteint, à la fin de la campagne, 84%, qui dépassait de loin nos espérances. Mais il n'y a pas une hypocrisie chez les Marocains, excusez-moi encore une fois, il n'y a pas une hypocrisie chez les Marocains. Il y a ceux qui vont vraiment en prendre conscience, et il y a ceux à qui ça va donner bonne conscience de ne pas donner. Tu vois, c'est compliqué, le genre de sentiment qu'on peut avoir. Les questions qui revenaient très régulièrement sur les réseaux sociaux pendant cette campagne, c'était « mais quelle est la solution, mais quelle est l'alternative ?» Eh bien, écoutez, ce ne sont pas des personnes démunies qui font de la mendicité une profession. Et même un démuni qui commence à tendre la main et qui y voit tout le gain devient un professionnel de la mendicité. Et c'est pour ça que nous avons atteint ce chiffre impressionnant. Un Marocain sur 150 serait mendiant. Chiffre de 2007, nous avons tous remarqué l'évolution des nombres et c'est alarmant. On ne peut pas continuer. Pour le sort de tous ces enfants, pour le sort du Maroc, on ne peut pas continuer à donner à ces enfants, coûte que coûte. D'ailleurs, par rapport à cette petite sur la photo, j'ai envoyé des joudeurs observer et filmer qu'elle mendie. Alors, les joudeurs, c'est les bénévoles de chez Joud. Oui. Voilà. Ouais. Parce que le point où après a été prise la photo était très facilement Oui, identifiable. Repérable, oui, oui. Et donc Ça tu as va. envoyé des joudeurs, et qu'est-ce qu'ils ont Oui. découvert?
Elle arrive accompagnée de sa propre mère, qui la met sur le feu rouge et qui s'installe à côté avec un téléphone encore plus cher que le mien pour regarder du YouTube et laisse la petite de 4 ans traîner entre les voitures pour récupérer de l'aumône qu'elle lui remet. Cette femme, parce que j'en ai fait l'expérience. Ce sont des personnes qui refusent catégoriquement de travailler et on peut le comprendre parfaitement. De refuser d'avoir un employeur et gagner le SMIC quand on sait qu'on peut gagner l'équivalent en 10 jours et à notre convenance, d'une part. D'autre part... On a évalué ça, les revenus issus de la mendicité 350 dirhams la demi-journée en moyenne. En moyenne. Oui. Ok. 350 dirhams la demi-journée en moyenne. Et justement, ils refusent de mettre leurs enfants à l'école. Il y a une association à Rabat qui a créé une crèche et qui va à la recherche des mendiants pour leur demander de garder les enfants pendant leurs horaires de travail, qu'elle s'en occuperait, qu'elle les nourrirait, qu'elle les changerait, etc. Et non. Personne n'accepte. Non, parce que c'est un outil de travail finalement. Avant qu'on revienne à ça, Bah oui. parce que c'est un outil locatif. Hein. Il y a même de la location d'enfants. C'est un outil de travail. Et puis, Malouane, toi, en tant que médecin, je pense que tu as dû aussi t'offusquer et être scandalisé Mais on par le s'offusque en nombre tant de. que Oui, parent, en tant que médecin, mais en tant que on va y citoyen. arriver. C'est précisément le sujet, un sujet médical. Le nombre d'enfants que l'on trouve en état d'endormissement, mais en fait, c'est pas un endormissement naturel, parce que c'est à des heures pas possible. Et puis, tu peux passer 6 heures dans un même point et regarder toujours cet enfant dormir entre 2 heures et 7 heures du soir, déshydraté, dans le froid, sous la pluie. Je suis désolée. Mais au-delà de l'émotion que ce genre d'image peut susciter, nous avons aujourd'hui un problème à différentes dimensions. Un, quel est le cadre juridique qui nous permet en tant que citoyens d'agir ? 2, quelle est l'efficacité de l'action lorsque nous pouvons la mener ? 3, est-ce qu'il y a de l'infrastructure suffisante avec un accompagnement de travailleurs sociaux suffisant ? On connaît les centres d'accueil à Casa, à Rabat, et on connaît les conditions d'accueil de ces gens-là. Tu sais, Faisal, je croise très souvent dans des grandes artères, comme nous tous, les fameuses voitures qui appartiennent à l'autorité locale, qui font les rondes pour récupérer ces jeunes. Mais ça devient risible parce que, 1, ces voitures sont repérables à 3 km à la ronde. 2, il y a 1001 façons, parce que maintenant ils se sont sophistiqués sous le contrôle de Hind, avec des petits sacs à dos, des choses comme ça. Quand la voiture elle passe, lui c'est un simple citoyen qui marche avec ses enfants. Dès que la voiture a pris le premier feu rouge et qu'elle a tourné, on se remet à mendier. Nous avons réellement une problématique d'outils, de cadre réglementaire et de capacité à agir de manière efficace, que ce soit en tant que citoyen, en tant qu'État. Là, je suis d'accord. Je te coupe un moment, parce que justement, on va en profiter très rapidement pour demander à notre huissier, Simhirik, comment on peut faire si jamais on voit, comme ce qu'on vient de dire, qu'on voit tous, une gamine, cette scène-là, devant nous. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou pas ? Réponse de Simhirik. إذا جوابا على سؤالك سي فيصل، كلنا نعرف أن الفصل 326 من القانون الجنائي المغربي كيجرم جريمة التسول، ومع الأسف وضع واحد الشرطين أساسيين لكي تحصل هذه الجريمة ديال التسول. أولها أن يكون الإنسان عنده وسائل العيش الكريم، مقومات العيش. ثانيها يكون كيتوفر على عمل قار. هاد جوج ديال الشروط هادو كتبان لينا شي شويه يعني فيها شويه ديال الفلو، ان ما كتبانش لينا انها، وفعلا هي اللي جعلت ان حتى السلطات العموميه اصبحت عاجزه عن التصدي لهذه الظاهره ديال التسول اللي كنشوفوها في الاماكن العموميه، امام المتاجر، امام المساجد. علاش ما قدرش تصدى لها السلطات العموميه؟ لان كيفية إثبات أن هذا المتسول عنده عمل قار، باش غادي نعرفوا عنده عمل قار. إلا قلنا له واش أنت خدام يقول لك أنا ما خدامش، ما لقيتش الخدمة. الشرط الثاني وهو اكتساب مقومات العيش الكريم، واش عنده ما ياكل، واش عنده ما يشرب، واش عنده فين يسكن. إلا سولناه غادي يقول لنا ما عنديش، ما قادرش، ما عنديش. يعني هذا هو الجواب ديالو غادي يكون. هنا كنشوفوا أن الوزارة الوصية اللي هي وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة والمساواة والأسرة بتعامل وبأون بارتناريا، بشراكة مع العمالات والولاة ومع الجمعيات ذات الاختصاص، الجمعيات الوطنية والهيئات المختصة،
كيخصهم يقوموا بالحملات ديالهم الاجتماعيه في مسعى للقضاء على جريمه التسول اللي فعلا اصبحت تقرئ واصبحت تشوه سمعه الوطن وسمعه المواطن المغربي. وفي هذا الاطار كيمكن المفوض القضائي وبناء على طلب الجمعيات المختصه اللي هي جمعيات كترعى الطفوله وخصوصا الطفوله اللي كتمارس التسول، كيمكن المفوض القضائي بناء على الطلب ديال هذه الجمعيات انه يقوم باجراء معاينات مجرده انيه في نفس الوقت، يعني في الاماكن اللي كيتواجدوا فيها هاد الاطفال اللي كيمارسوا جريمه التسول، وتحرير محاضر بهذه النازله ثم تسليمها لهذه الجمعيات لكي تقوم بالواجب والمتعين امام القضاء المختص. Voilà, donc c'est compliqué. Hein. Oui. On voit bien que c'est extrêmement compliqué, même d'un point de vue juridique. Pour répondre, le citoyen ne peut absolument rien faire par rapport à un mendiant pour essayer de sauver l'enfant. Il ne peut rien faire. Nous, en tant qu'association, on est obligé d'aller démarcher le procureur général, de lui prouver que cet enfant mendie, qu'il est exploité, afin qu'il donne l'ordre d'arrestation. Et sachant que... Comment on prouve? Alors c'est ça, c'est toujours la force de la preuve. Comment par un huissier de justice qui constate que mais comme c'est à l'enfant Dissim, il faut qu'il lui demande, faut qu'il le qualifie de mendiant. Est-ce que vous avez, est-ce que tu as, est-ce que tu n'as pas, etc. Mais là c'est compliqué. Mais ça dépend des réponses qu'il va donner. Et oui, et ça dépend des réponses. Comme c'est professionnel, ça c'est un petit peu institutionnalisé, ils connaissent très bien ces gens-là, les lois, ils savent qu'au pire, ils purgent d'une peine de 6 mois de prison et mis à part ça, ils savent et font apprendre aux enfants quoi répondre si jamais il y a arrestation. Tu peux nous dire ce qui a été fait justement pour que, au niveau de Joud, tu as constaté aussi ça, au niveau des enfants, les témoignages des enfants. Écoutez, lors de la campagne dernière contre la mendicité des enfants, j'ai loué 7 enfants. Je les ai loués et je les ai reçus dans un studio. Comprenne, tu t'es fait passer. Non, j'ai envoyé des personnes parce que la personne qui loue doit être fiable de façon à garantir le retour de l'enfant. D'accord. Je suis passée... Donc tu es rentré dans la filière. Oui. Undercover. Tu t'es infiltré en fait. Oui. Non, je suis restée loin, mais... Oui, mais bon, enfin, ton association... oui. Et tu as pu louer 7 enfants. Enfants que j'ai reçus dans un studio d'enregistrement, que j'ai interviewé pendant plus d'1 heure chacun. Ces enfants sont âgés entre 3 et 13 ans. On leur a appris par cœur quoi raconter. Alors, dans ces enregistrements, on constate clairement qu'il y a mensonge. Comme, par exemple, l'enfant explique que non, papa est parti, maman, elle est malade, elle ne peut pas travailler, et j'ai pris l'initiative d'aller mendier, et je pars tout seul, et je ramène ça à ma maman. 3 ans, c'est pratique. Par la suite, on apprend que c'est une voiture avec chauffeur qui vient récupérer le gamin depuis chez lui, qui le ramène jusqu'au lieu de travail et qui reste... On en est à ce point-là. Oui. Alors on constate qu'il y a mensonge, mais les enfants insistent. Et même si on lui fait comprendre qu'on a compris qu'il ment, il insiste. Et donc le seul moyen... Et toute la procédure judiciaire... Alors, la procédure judiciaire, moi je veux juste revenir à l'éducation. Parce que finalement, c'est quoi dans un pays qui se respecte, je ne dis pas que le nôtre ne se respecte pas, mais sur certains points, il y a encore du boulot, notamment sur ce point-là. Respecter justement la jeunesse et ses enfants, le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation. Aujourd'hui, normalement, la scolarisation est obligatoire. Oui, et on a même un chapitre intéressant sur le préscolaire qui devient maintenant un vrai sujet, et on a même un ministre brillant sur ce département qui va, j'espère, prendre ce sujet très au sérieux. C'est vrai que le point de départ, c'est pas la solution, mais c'est le point de départ d'une série de solutions et de tout un mécanisme qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire cet enfant, il y a un mardi matin à 10h, on le voit dans la rue. Il n'a rien à faire dans la rue. S'il n'est pas à l'école, il faut, par constat d'huissier de justice, acter que cet enfant qui est supposé être à l'école ne l'est pas ses parents. Est-ce qu'il faut une police spéciale Il faut une police spéciale. Alors, merci, il faut une police sociale. Nous, citoyens, on envoie un huissier à chaque truc. C'est ce qui est fait actuellement en Inde, et ça paye. Il y a une police spéciale qui circule et qui constate, et dès qu'elle constate, elle arrête.
Oui. Parce qu'au-delà de l'exploitation pour mendicité, parce qu'il n'y a pas que la mendicité, hein, il y a d'autres Oui. thématiques encore plus graves, mais au-delà de ça, un enfant, on part par le principe que sa place est à l'école. Lorsqu'il n'y est pas à un moment où tous les autres sont à l'école, le parent est incriminé et il est poursuivi dans ce sens-là. Maintenant, il y a aussi un travail important de vulgarisation. Il y a un travail important d'accompagnement pour que et les associations, malheureusement, j'ai l'impression qu'elles sont les seules actives sur cette thématique-là. Et j'ai l'impression que ce genre de photo qui nous a tous fait réagir, avouons-le, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça devient facile et rapide Oui, mais après, d'avoir de vous savez, l'image. c'est l'émotion Kleenex aussi. Hein. Ça Oui, peut oui, faire des voilà. émotions pendant 5 Exact. jours et puis après on Alors, oublie. c'est justement cette émotion Kleenex qui fait que aujourd'hui, dans le paysage public, ce genre de photo, elle devient, Marouane le disait tout à l'heure, Papier presque peint. invisible. Transparente. On ne sait pas. Transparente. Ouais, ça fait C'est mal au papier cœur, peint. mais C'est on ne papier fait pas. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on arrête. On ne cette, doit pas accepter de s'habituer à voir ces clichés-là. De toutes les façons, pour ma part, je compte poursuivre cette mère et la poursuivre pour traite d'humains. Il s'agit de commerce d'êtres humains, ce n'est pas de la mendicité. Elle serait mendiante si elle le faisait toute seule étant adulte. Là, elle exploite un enfant pour du commerce lucratif. Et je compte la poursuivre et j'espère qu'elle sera une leçon pour d'autres. Merci beaucoup Merci. d'avoir été avec nous pour traiter ce sujet. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. Wissal, Marouane, Nabil qui nous a quittés tout à l'heure et In qui nous a rejoint pour cette 3e séquence. Je vous souhaite... Et notre maître préféré. Et notre maître Mherik préféré qui est tout le temps là pour vous donner ses conseils. Voilà, merci pour votre bonne humeur, pour cette émotion, tout ce qu'on a vécu cette semaine, c'était génial. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de Paroles d'experts sur H24.